Donc, écoutez, je vous remercie d'être présent ce soir, d'être venu pour écouter Marc Donadieu et Guillaume Geneste. En deux mots, je vous présente Marc Donadieu, historien, commissaire d'exposition, une grande fidélité vis-à-vis de la galerie qui nous suit presque depuis le début. Même de l'avant-début. De l'avant-début, on va dire. Guillaume Geneste, qui est commissaire de cette très belle exposition sur Denis Roche, sur l'œuvre de Denis Roche, et qui, en outre, est un très grand tireur photographique, qui a très bien connu Denis Roche, qui a travaillé avec lui depuis 1995. Je suis dans les 73, en 1975. Voilà. Non. 1995. Et qui a accepté de participer à cet entretien et qui va répondre aux questions de Marc, puisque Guillaume il écrit, il est tireur, il est commissaire d'exposition et auteur et notamment de ce livre. Oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai apporté et qui est à une grande complicité avec Denis Roche. Donc je vous laisse commencer cet entretien pour une petite heure. Voilà. On va commencer très simplement. Guillaume, en quelles circonstances, puisque il y a un livre de Denis Roche que tu as coédité avec Françoise Roche, qui s'appelle La montée des circonstances. Donc, en quelles circonstances tu as rencontré Denis et de quelle façon il t'a demandé de faire les tirages de ses photographies? Alors, j'ai rencontré Denis Roche quand j'étais à Contrejour. Contrejour, ça passait une maison d'édition qui n'éditait que de la photographie. Et en 1990, Claude Nory a créé Contrejour Daguerre. Il y avait un laboratoire et une galerie. Et donc j'ai rencontré Denis à ce moment-là, et c'est sur les conseils de Bernard Plessu, pour qui je travaille aussi depuis très longtemps, que Denis est venu me voir au laboratoire. Voilà. Mais avant de connaître Denis, je connaissais les cahiers de la photographie, travaillant pour Contrejour, Gilles Morat, Denis Roche, Bernard Plessu, voilà. Les cahiers de la photographie, c'était des écrits qui me touchaient beaucoup. Voilà. Donc j'ai connu le cahier numéro 23 sur Denis Roche, qui m'a accompagné pendant de nombreuses années. Et quelle indication il te donnait pour faire les tirages? Est-ce qu'il te présentait des tirages précédents en te disant tu reproduis l'existant, ou quand il s'agissait de photos entièrement nouvelles qui n'avaient jamais été donc publiées, quelle indication il te donnait? Ou est-ce qu'il te racontait? Est-ce que c'était du coup une narration qui te permettait de faire le tirage, ou est-ce que c'était des indications très précises sur l'image elle-même? Non, c'était très simple. On parle de couleur de tirage en noir et blanc, d'un certain rendu. Il n'y a pas de... C'est très simple dans la façon d'aborder le tirage. Il y a une phrase que j'ai retrouvée très longtemps après, que j'ai lue, où Denis dit dans un livre avec un bon tireur, on n'est jamais trahi. Et cette phrase, elle m'a accompagné parce que je me disais, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire, puisque les tirages que je lui faisais, c'était des tirages qui devaient être proches de ce qu'il avait vu. Il ne fallait pas que le tirage en surajoute, fasse des effets. Ce n'était pas quelqu'un qui était intéressé par la matérialité. Le papier en soi ne l'intéressait pas. Par contre, il était intéressé par le tirage, pas papier, c'est-à-dire l'espace dans lequel je maquille une image, dans lequel on noircit certains endroits, dans lequel on éclaircit, dans lequel on peut attacher, donner plus d'importance. Il voulait que tout ça, ça soit extrêmement simple. Il aimait beaucoup les polaroïdes, donc le polaroid qui, comme son nom l'indique, met le tirage totalement à la trappe. Voilà, c'est marrant, c'est un paradoxe, mais il savait très bien aussi que le tirage, c'était quelque chose qu'on revoyait dans les livres, une fois la photographie publiée.
on voyait comment la photo, elle était maquillée, comment les grilles étaient respectées. Et ça, on le voit toujours. Enfin, c'est peut-être en tant que tireur, je le vois peut-être plus que les autres, mais s'il y a des images qui ont été mal tirées, elles seront mal reproduites. C'est-à-dire, elles reproduiront fidèlement le fait qu'elles soient mal tirées. Donc, le tirage était important dans le livre aussi. Mais est-ce que, comme pour certains photographes, il y a des tirages spécifiques pour l'édition qui prennent en compte la façon dont le livre va être publié et des tirages pour l'exposition, ou c'est le même tirage qui est utilisé pour les deux? Bon, il y a très longtemps, mais là, dans les années 90, déjà l'imprimerie avait fait quand même pas mal de progrès. On faisait des tirages qui étaient assez proches de ce que voulait le photographe, et ensuite c'était reproduit assez fidèlement, plus ou moins, hein, mais ça dépend dans quoi les images étaient reproduites après. Si c'était dans du papier journal, c'est sûr que c'est pas pareil que dans un livre où il y a un papier couché qui reproduit fidèlement les valeurs. Non, les tirages d'édition, je les tirais grosso modo comme les tirages d'exposition. Et dans ce nouveau livre qui vient d'être édité, qui a été édité à l'occasion de l'exposition, mais qui est aussi indépendant de l'exposition, qui s'appelle Denis Roche, Dans les plis du temps, tu as fait un texte, parmi les nombreux textes que tu as pu écrire sur Denis, autour d'un livre qui s'appelle 12 photographies publiées comme du texte. Donc, et c'est un paradoxe. Donc Denis Roche est à la fois une figure intellectuelle de son temps. Il a donc dirigé une collection au Seuil qui s'appelle Fiction et Si et compagnie, qu'il a créé, qui est maintenant dirigée par Bernard Comment. Donc il est éditeur pour les éditions du Seuil, les éditions du Seuil, avec une collection très particulière pour lequel il a écrit le titre, donc le nom de cette collection, Fiction et compagnie, auquel il était beaucoup attaché. Il a insisté sur le « et » le mot « compagnie », donc avec, un peu que dans l'esprit contre-jour, l'idée d'une famille. On s'entoure d'une famille de réflexion, d'échange, de production. Donc, tu as fait un texte sur cet ouvrage qui n'a pas eu de postérité, qui est devenu un livre culte. Et Denis Roche est donc photographe. Donc voilà, c'est un intellectuel, directeur, éditeur, écrivain et photographe. Et il a fait un livre qui s'appelle, donc il y a ce titre paradoxal, 12 photographies publiées comme du texte. C'est plus beau en rouge. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été amené dans toute l'œuvre de Denis Roche, dont tu connais à la fois, bien évidemment, intimement, parce que faire un tirage d'une photographie, je pense que c'est quand même un rapport assez intime avec ce que l'auteur a, avec le projet du photographe, sinon avec le photographe, au moins avec son projet photographique, avec ses textes, que tu as au fil du temps finement analysé, avec sa pensée, mais aussi pourquoi tu as voulu mettre en valeur ce livre-là. C'est Denis avant tout qui a voulu le mettre en valeur. Il était dans un milieu d'auteur littéraire où la photographie n'était pas considérée comme elle l'est de nos jours. La photographie, quand il a commencé à en faire dans les années 78, les intellectuels qui fréquentaient lui disaient très clairement « mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet art mineur ?» Donc elle était peu considérée. Or lui, il la considérait profondément comme un art, et au même titre que la littérature. Et donc, chez Denis, l'acte était important, hein, l'acte photographique était important, et l'acte d'écrire était important. Et donc, il a eu cette idée, pour moi, que je trouve absolument géniale, d'écrire sur la page même d'un livre 12 photographies publiées comme du texte. Alors après, ma réflexion, ça a été pourquoi ce livre est passé inaperçu. Il apparaissait dans toutes ses bibliographies, donc ça veut dire qu'il y attachait de l'importance. Personne s'en était emparé. Il n'y a aucun historien jamais qui a écrit quoi que ce soit sur ce manifeste-là, d'acter encore une fois, de dire mais la photographie, c'est aussi important que du texte. Donc il n'y a personne qui s'en était paré. Je me demandais donc pourquoi. Donc j'ai commencé à chercher où étaient les exemplaires de ce livre.
Donc j'ai vu ça avec Françoise, son épouse, qui est là ce soir, et qui m'a dit, écoute, moi j'ai des exemplaires, mais très très peu. Et elle en avait 2 exemplaires. Et c'était des exemplaires hors commerce, numérotés, sur 5 exemplaires. Mais si on lit 12 photographies publiées comme du texte, et si on lit le colophon, on s'aperçoit que ce livre aurait dû être publié à 300 exemplaires. Donc pourquoi ces 300 exemplaires? Impossible de les trouver. Et un jour, dans la revue psychanalytique L'Âne, il y a un auto-entretien où Denis explique ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas les raisons, mais en tout cas il explique très clairement. Il dit à un moment donné, il y a eu une fâcherie entre l'éditeur, l'imprimeur et moi. Il cite les 3 sans se donner plus de détails, et le livre n'existe qu'à 5 exemplaires. Donc les hors commerce, tirés en plus sur un beau papier velin, très beau. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on sait les 2 exemplaires où ils sont. Il y en a un chez Françoise, un autre qu'elle m'a offert, voilà, le numéro 2. Il en reste 3. Donc on se demande s'il n'y en a pas un chez l'éditeur. Mais au-delà du fait qu'il en reste 3 et que ce livre est introuvable, et voilà, j'ai envie de lui donner une seconde vie. Il va y avoir un colloque sur Cerisy, sur Denis Roche, pardon, à Cerisy. Et du coup, je pense le republier à cette occasion-là. Voilà, lui donner de faire un facsimilé. Oui, vraiment un facsimilé. Mais en discutant avec Françoise, elle me disait clairement, mais pour Denis, c'est fait. L'histoire, elle était faite. Elle était inscrite. Il l'avait dit, 12 photographies publiées comme du texte. Ça serait dans toutes ces bibliographies. L'affaire, elle était entendue. Il était passé à autre chose. Peu importe finalement si les 300 exemplaires, ils n'existaient pas. Mais bon, voilà, du coup, sa modestie fait que quand même c'est passé un peu à la trappe cette histoire-là, et que moi j'ai envie de la remettre un petit peu au bout du jour. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le recherchent, mais au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse, c'est que ça soit relayé, comme Gustave Le Gray quand il a dit « Je rêve, j'espère que la photographie rentre dans le monde des arts et pas dans celui de l'industrie ». Voilà, c'est un acte pour moi majeur dans l'histoire de la photographie. Et puis, il y a l'histoire de ces 2 photographies. Donc, quand au moment du vernissage de l'exposition, tu m'as raconté cette anecdote et du coup, ça m'a renvoyé. Mais ça, c'est très Denis Rochien, comme on dit, de faire des rebonds, des échos et des zigzags. Des poursuites et ricochets. Voilà. Et c'est 2 photographies. Voilà. Qui sont 2 photographies de pages de texte que Denis a demandé à Guillaume, spécialement, qui n'a jamais réexposé. Non. Et qui voulait avoir au mur. C'était à la fabrique. Oui. Donc, chez lui, en permanence. Il voulait voir ces 2 pages de texte. Alors, est-ce que tu peux, du coup, nous raconter comment ça s'est fait et comment tu as produit ces 2 photographies de texte. Voilà. Donc là, c'est pas 12 photographies comme du texte, c'est des photographies de texte qui sont donc des images de texte. Oui, parce que c'était les interactions entre littérature et photographie qui l'intéressaient. Oui, j'avais vu ces photos. Donc, chez Françoise et Denis, accrochés au mur. Ils me les avaient fait tirer quand j'étais à contre-jour. Donc, on était dans un monde encore totalement argentique. Il était venu avec les livres. C'était les pages de l'Hexaméron, je crois, les 2. Non, l'Hexaméron, le Mécrit, de ces recueils. Et il me les avait arrachés. Il m'avait dit, tu les reproduis. Tu les as arrachés ? Arraché du livre, oui, bien Oula. sûr. Regarde, t'as tout le tour. Voilà. Oui, il y en avait plein d'exemplaires. Et non, mais quand même, c'est pas un acte anodin d'arracher une page de livre quand on est écrivain et que c'est son propre livre. Oui, mais pour que ça soit donc pas il avait amputé le livre d'un morceau. Ça soit pas comme ça, comme un négatif. Voilà, comme un négatif. Et donc je l'avais reproduit à l'agrandisseur, l'agrandisseur étant un appareil de photo, j'avais refait un négatif et je l'avais tiré dans un papier 30-40, exactement le même format dans lequel il me faisait tirer ses photographies. Donc ça devenait 12 pages de texte qui étaient pour lui des sources de réflexion une fois accrochées au mur. Pourquoi tu ne l'as pas fait en contre-type ? Pourquoi tu n'as pas fait... Donc un contre-type, c'est quand on prend une photographie ou n'importe quel support et on fait passer l'image et elle se reproduit par contact sur un papier photographique. Un contre-type, c'est le fait de reproduire une photographie. J'ai refait un négatif, c'est ça ? C'est ce que j'ai fait. C'est un contre-type. Non, mais tu aurais pu le faire directement. Non, tu peux pas poser la page de livre sur un tirage photo. Si. Non, tu obtiendrais un négatif.
tu n'obtiendrais pas un positif. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et donc là, non, il réfléchissait beaucoup, mais on n'était pas parti dans des délires non plus. Pourquoi pas? Donc non, il fallait refaire un négatif pour que l'image D'accord. devienne... Donc tu l'as repris en photo à l'argentique. Voilà. Et j'en ai fait un tirage argentique sur le même Donc, en plus, papier. c'est deux pages très différentes. Donc, outre le texte, on a une pleine page avec ses marges très traditionnelles. Mais je le et vois, l'autre où, au contraire, il y a des choses dans la marge, des notations. Qui sont terriblement photographiques. Voilà, qui donc du coup sont beaucoup plus graphiques et qui correspondent beaucoup à une époque. Moi, j'ai évoqué le travail de Gérard Genette, qui est sémiologue autour de l'idée de la marge, du palimpseste, etc., qui était très important à cette époque-là, notamment par rapport aux théories structuralistes. Donc on a ça. Et puis évidemment, quand on voit ça, on a à peu près tout le monde en tête les manuscrits de Proust, et ses paperoles, ses ajouts. Il y a un paragraphe dans ce livre Denis ne l'a pas connu, elle était fait après sa mort, mais il y a un paragraphe qui s'appelle Des images et des mots, parce qu'il écrivait aussi autour des images. Voilà. C'est les interactions entre littérature et photographie qui l'intéressaient. Mais je connais personne dans l'histoire de la photographie qui a fait reproduire des pages de texte. À part Denis, je ne connais pas. Donc, Et des pages de ces textes. Et des pages de ces textes. Mais je le vois en train de feuilleter quand il les a choisis. Oui, c'est pas n'importe quelle page, c'est des pages. Oui, je ne sais pas s'il l'a choisi sur le moment ou s'il était choisi avant, mais je me souviens qu'au laboratoire, il tournait les pages comme ça, il dit c'est celle-ci, quoi. Mais ce qui, moi, me renvoie à la pratique aux actes photographiques de Denis Roche, puisque pour moi, la pratique de Denis Roche, c'est s'interroger sur ce qu'est un acte photographique, avec les images qu'on a tout autour, et notamment, on a à l'entrée, donc je pense que vous pouvez peut-être la voir, qui est la photographie de cet appareil photo. On en retrouve un ici, dans une fumée étrange, au lieu qu'on a évoqué, qui est la fabrique. Donc la fabrique est un appartement qui est aussi l'endroit où on vit, où on produit du texte, et on produit des photographies, où Denis a produit beaucoup de photographies, notamment avec Françoise, mais pas qu'avec Françoise. Et il y a souvent, chez Denis Roche, justement, cette façon de mettre en abîme l'acte photographique et l'espace. Et dans la 3e page de ce livre, donc 12 photographies publiées comme du texte, il y a une phrase de Mallarmé qui dit « Rien n'aura lieu que le lieu ». Donc Mallarmé, on le connaît beaucoup à travers « Jamais un coup de dé n'abolira le hasard », où je me trompe, et dans lequel il y a en effet un travail sur la typographie. La typographie du texte lui-même est très très important. Donc c'est un poème qui prend l'espace de la page et qui s'installe dans l'espace de la page où le mot, sa physicalité, sa taille, le blanc, la ligne est aussi importante, joue avec ce que le texte dit en lui-même. Voilà. Donc on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure dans la page où il y avait des choses dans la marge. Donc la graphie du texte est aussi importante que le texte lui-même, et les deux interagissent ensemble. Mallarmé est aussi connu pour avoir tenté de faire un livre qui se serait appelé Le Livre, ou Livre, qui serait le livre de tous les livres. Et je pense que ce n'est pas du tout anodin, ni innocent, s'il y a cette signation et ce rapport à Mallarmé, parce que je pense qu'il y a une tentative chez Denis Roche de faire la photographie de toutes les photographies, et notamment à travers cette photographie donc, qui est à l'entrée, et c'est pas pour rien, dont il avait dit, me semble-t-il, que s'il fallait en garder qu'une, ça serait celle-là. Et il l'a écrit dans La photographie interminable en plus. Voilà. Et à côté, il y a une citation qui parle du silence. Donc la photographie produit du silence, comme d'une certaine manière, Mallarmé tente dans le coup de dé de dire
que le texte produit du blanc. Et que le blanc est aussi important que le texte lui-même, puisque l'entre entre les choses est aussi important que la chose elle-même. Alors bien sûr, je ne peux pas appeler Mallarmé pour lui demander si derrière il y a quelque chose de Cézanne, qui est connu pour dire que l'air entre les choses est aussi important que la chose elle-même, quand il peint ou quand il fait des aquarelles de la Sainte Victoire. Donc on a Cézanne, pour lequel l'air entre les choses est aussi important que les choses elles-mêmes. Mallarmé qui nous dit le blanc entre les mots est aussi important que les mots eux-mêmes. Et puis on a Denis Roche qui nous dit le silence est aussi important, enfin dans la photographie, c'est le silence qui maintient les choses entre elles. Et ce qui est un peu paradoxal, parce que moi je trouve que, notamment par rapport à cette série-là, quand, et ben quelque part, elle nous parle. Elle n'est pas silencieuse. Enfin, moi je ne trouve pas, mais ça n'est que mon point de vue, que ces photographies ne sont pas silencieuses. Et donc ces photographies sont les photographies du même lieu, qui sont faites à des moments différents. La série n'est pas complète, mais donc des photographies faites dans un lieu très spécifique, à Luxor, c'est ça ? Non. À Gizeh, à chaque fois je me trompe. À Gizeh. Il est dans un hôtel. Dans un hôtel où il revient à chaque fois qu'il est. Non, c'est pas une caisse, c'est une sorte de cafétéria. Oui, c'est ça, oui. Et C'est la vie face aux pyramides. Voilà, et donc à chaque fois qu'il vient en Égypte, tout de suite il va aller dans cet endroit pour voir si il peut refaire la même photo. Et si l'endroit a changé, et qu'est-ce qui change quand on tente de refaire. Mais il y a une autre série, il y a la série sur le pont, qui longe le cimetière, qui refait aussi régulièrement. Et puis il y en a d'autres encore. Oui, je pense, mais c'est les deux plus... Les deux les plus emblématiques. Il n'interroge pas la même chose à chaque fois. Voilà. Celle-ci, cette série-là, il en a publié 19 photos différentes dans ses livres. Et donc du coup, pas Maxime Ducamp, mais du coup, pour moi, ça nous parle de est-ce qu'on abolit le temps, est-ce qu'au contraire on l'étire, est-ce que une photo est équivalente à une autre, est-ce que le désir de la photo est plus important que la photo elle-même. Et je pense que c'est chez Denis, le désir de la photo est quasiment aussi important de la photo elle-même. Et est-ce que le désir, lui, abolit le temps? Pour rester sur Mallarmé. Donc, on n'abolit pas le hasard, mais est-ce qu'on photographie? Et à l'intérieur de la photographie, le désir abolit le temps. Et quelque part, du coup, on a une succession de désirs de photographie où la date importe moins que le désir de la refaire et de la refaire, comme si le désir, justement, était interminable et inépuisable. Bien sûr. Oui. Voilà. Et ça, je connais aucun photographe qui a fait ce genre de choses. Aucun photographe qui va aussi loin dans cette tentative. Justement, pour moi, il y a quelque chose qui le sépare de la pensée de Barthes. C'est que Barthes situe la photographie vis-à-vis de la mort, vis-à-vis du décès, vis-à-vis de quelque chose qui ne reviendra plus jamais, ça a été. Mais le ça a été veut dire ça ne peut plus être dans son corollaire. Et chez Denis Roche, on a l'impression qu'il veut, d'une manière totalement inouïe, nous dire « je pourrais toujours le faire ». Non, c'est encore plus que ça. Il disait très clairement, et il répondait à Barthes, c'est pas ça a été, c'est j'y étais. J'y étais. Mais il dit très clairement. Non seulement j'y étais, mais j'y serai toujours. Voilà, c'est ça. Tant que j'ai le désir d'y être, tant que j'ai le désir de faire cette photographie, le réel va me donner, va me répondre à ce désir. Voilà. Oui, il y avait un véritable plaisir. Donc on est plus du côté du fragment d'un discours amoureux pour et à travers la photographie et il y a toujours ça, parce que toutes les photographies, même celles où Françoise n'est pas là, où le corps de Françoise n'est pas là, il y a quelque chose d'un profond amour de la photographie.
Et ça, je trouve ça essentiel. Ah, moi, complètement, oui. Ça, je suis tout à fait De, d'accord avec toi. de Au point de ce- dire ça, je reviens Voilà, à ça. de ce mais ça, rapport amoureux. C'est quand même... oui. Parce qu'en De disant son ça, en plus, le paradoxe, c'est qu'il dit presque que la photographie est plus importante que le texte. Et c'est un écrivain qui l'écrit, donc c'est quand même assez paradoxal Oui. qu'un écrivain qui prône le silence déclare que la photographie est quasiment pour lui plus importante que le texte, alors que c'est une Pas figure du tout d'accord. littéraire Oui, incontournable de son époque. bien sûr. Je ne sais pas comment ça a été perçu à l'époque, mais vu que le livre a été publié à 5 exemplaires, On n'a pas encore on de a commentateurs voilà. et qu'on ne peut pas ressusciter. Et tu parlais du silence, Oui. en 2013, donc, je me rends compte, c'était très, très tard, c'était 2 ans avant que Denis disparaisse. J'avais eu le désir au laboratoire, faisant donc des tirages, on a commencé une petite collection il y a une dizaine d'années avant, de portfolios. Donc, mais de portfolios, d'images qui sont pas réunies par des agrafes, hein, qui ne sont pas reliées, mais où il y a une quinzaine d'images dedans. Et j'avais demandé à Denis, j'aimerais bien justement mettre dans ce portfolio toutes les photos qui convoquent l'appareil photographique que tu as fait. Et puis il m'a dit, laisse-moi réfléchir. Et puis 2 semaines après, il est revenu, il me dit, j'ai une autre idée. Et ça, c'est super parce que il ne voulait pas faire ça. Il m'a dit, ça a déjà été fait. Comme tous les grands artistes, il ne voulait pas refaire ce qui a déjà été fait et où il avait déjà tout dit. Il avait dit qu'il ne réécrirait plus de texte. Et là, il m'a dit, je vais être obligé d'écrire un texte du coup. Et il m'a dit, voilà, j'aimerais bien convoquer le silence en photographie et choisir 16 photographies autour du mot silence. Donc le portfolio, là, je vous l'ai amené, vous pourrez le regarder, hein, se consulter. Il s'appelle Avec le mot silence. Il a écrit un texte qui est une rêverie dedans. Et donc, il a convoqué 16 fois le silence. Derrière moi, il y a cette photo-là qu'il a faite. Je vais vous donner un élément du silence qu'il a convoqué. Je le revois au laboratoire devant le pupitre. Et donc, c'est un contact successif. Hein. C'est 2 photos qui se suivent. Il a pris une photo et c'est celle d'après. Hein. Et il était là à regarder, à retourner la feuille de papier plusieurs fois, à me dire, mais comment j'ai pu faire exactement la même photo, une fois dans un sens, de quelque chose dont il ne se souvenait pas avoir photographié. Et donc, ça le réduisait au silence. Voilà. Donc voilà, une des photographies parmi le portfolio qui convoque un type de silence. Et il y en a 16 autres. J'aimerais bien demander à des écrivains différents de trouver, parce que je suis persuadé que Denis, intellectuel comme il était, réfléchissant à tout ça, qu'il a pensé à chaque fois un silence différent. Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, ça convoque des silences différents. J'en ai trouvé plusieurs qui sont assez faciles à trouver, mais il y en a d'autres, ça serait intéressant de poser la question à certaines personnes. Mais dans cette citation, rien n'aura lieu que le lieu. Pour moi, il y a quelque chose aussi très spécifique à l'acte photographique selon Denis Roche, qui est que la photographie n'existe que dans l'appareil photo. Et c'est ce qu'il y a dans l'appareil photo qui est la photographie. Et que, comme tu disais sur l'anecdote où il dit « mais comment j'ai pu faire ?» En fait, ce qui fait la part d'importance, c'est l'image que l'on aura à voir ou à publier qui est l'important. Et donc, là, il y a 2 images, mais je ne sais pas si vous arriverez à bien les voir. Donc, il y a une image d'appareil photo dans laquelle on voit une chambre et dans laquelle il photographie le viseur. Et on voit donc les pyramides. Mais ce qu'il y a autour est complètement flou. Donc, comme si les pyramides étaient, par l'acte photographique, dans l'appareil photo, alors que là, normalement, ça devrait être le réel. Et le réel est flou et ne ressemble ni à l'Égypte, ni à du sable, ni à de la terre, ni à l'Égypte, ni à une pyramide. Donc le réel, lui, il disparaît. Quand la photographie est là, c'est comme si le réel disparaît. Et il y en a une autre, qui est celle-là, Qui est dans l'expo, ouais. qui est dans l'expo, mais il y a aussi celle des Sables d'Olonne. C'est donc, on a une vitre, on a l'ombre de quelqu'un,
et l'ombre de quelqu'un éclaircit une autre image. Ce qui est un grand paradoxe de la photographie, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la photographie, l'histoire de la photographie et comment fonctionne un appareil photo, et notamment une chambre qui est compliquée parce qu'il y a une optique, il y a un miroir, il y a des décentrements. Mais Donc, c'est pas une chambre là, hein, c'est un... oui, enfin, c'est un Hasselblad. Oui. Voilà. C'est un Hasselblad, mais qui fonctionne comme une chambre. On regarde le dessus, à l'intérieur, il y a un miroir, il y a un décentrement, et donc on prend un reflet d'un reflet passé par un objectif, et donc on a une série, c'est pas un kaléidoscope, mais c'est une série de basculements. Voilà. La photographie, le réel rentre dans une boîte noire. Donc on a notre appareil photo noir qui est là-bas. Dans cette boîte noire, elle est dans une succession de plans qui ne sont pas parallèles, mais qui s'interrogent eux-mêmes. Et du coup, ça va produire une image qui aura plus d'intensité que le réel lui-même. Et là, et d'autant plus si c'est parfaitement que l'ombre peut créer la clarté. L'ombre, ce qui est le paradoxe, le noir, l'ombre, peut rendre plus clairvoyant une scène que la scène elle-même. Voilà. Et on en a plein de jeux comme ça. On en a ici, on en a là. Tout cet effet de savoir qu'il y a un paradoxe, voilà, que le reflet sombre de quelqu'un ou de quelque chose va éclaircir une autre chose. Oui, tu parlais de Denis, la notion de plaisir. Il ne photographiait que de jour. Il n'y a jamais aucune photo de nuit de Denis, aucune photographie au flash. Et ce n'était pas quelqu'un qui se promenait avec un appareil photo autour du cou. Ce n'est pas l'instant décisif qui l'intéressait en photographie. Donc il photographiait quand il était en vacances, en congé. Il a même dit qu'il avait fait de très très belles photographies à des moments où il s'ennuyait profondément, que l'ennui pouvait générer de la photographie. Ça, je trouve ça merveilleux de dire une chose pareille. Oui, mais il y a les photographies à la fabrique, et à la fabrique, il n'est pas en congé. Non, mais c'est des moments le week-end, c'est des moments, tu vois, de repos, Oui. c'est autre chose. Ou alors ça peut être une séance photographique, bien sûr, mais c'est pas un instant comme ça à donner, en tout cas. Et j'écris pour exister, je me faisais penser à cette phrase que Denis, j'écris pour exister, je photographie pour disparaître. Ah, alors je trouve que ça c'est intéressant parce qu'il y a aussi, alors pas dans cette salle-là, mais dans, par exemple, la photo qui est là-bas, il a une façon, là encore, dans la photographie, de disparaître pour laisser la photographie ou l'acte photographique ou le personnage du photographe apparaître. Voilà. Et il y a des jeux où, comme dans un texte, on ne sait pas qui est le narrateur, par exemple comme chez Proust, le narrateur de La Recherche du temps perdu n'est pas Proust. Et pourtant, il n'y a rien de plus autobiographique, mais le narrateur n'est pas Proust. Et d'un autre côté, on a Flaubert qui dit « Madame Bovary, c'est moi ». Bon. Alors que tout le monde sait qu'il n'est pas une femme et il n'a pas vécu la vie de Madame Bovary. Et donc, il y a beaucoup de photographies de Denis Roche où quelqu'un prend la photographie. Si ce n'est quelqu'un, il y a au moins, si c'est un déclencheur ou un retardement, il y a bien quelqu'un qui a appuyé sur le bouton. Et pourtant, dans l'image, on peut voir Denis Roche qui marche. Et on peut voir aussi, face à Denis Roche, un autre appareil photo qui le regarde. Et qui n'est pas pour autant un reflet dans un miroir. Donc il peut y avoir dans certaines photographies, quand je parlais de mise en abîme de la photographie, ou de ce qui se passe à l'intérieur d'un Hasselblad ou d'une chambre, il y a des effets de redoublement, de décentrement, de faux reflets et de vrais reflets. On a des photographies de Denis Roche où quelqu'un a pris la photo, quelqu'un l'a pensée, quelqu'un l'a construite, quelqu'un l'a imaginée et l'a déclenchée. Et en même temps, donc on peut supposer que c'est Denis, puisque c'est Denis qui met son nom dans la légende, ou parce qu'il a un rapport à la légende très précise. Donc il met bien Denis Roche dans tel lieu, à telle date. Donc tout est très très précis, tout est très circonstancié pour que la montée de l'image arrive. Mais cette montée de l'image peut écrire des personnages, qui est le personnage de Denis Roche. Qui est dans la photographie et dans lequel il peut même se mettre en scène face à un autre photographe,
face à un autre appareil photographique, dont on se demande qui est le photographe qui va peut-être prendre une photo, mais qui n'est pas là, et qui est peut-être silencieux. Il est peut-être plus silencieux qu'absent, parce qu'on ne le voit pas, mais parce que nos yeux ne le voient pas. Mais comme dans le texte, on peut supposer qu'il y a bien quelqu'un qui est là, mais il n'est pas là au moment de l'image, mais qui était là avant, après, puisque dans l'image, dès qu'on a compris qu'on pouvait la déclencher à retardement ou à distance, Et jouer avec le hasard. et donc du coup, il peut être là même quand on ne le voit pas. Et tout ça, je trouve que c'est des choses qui, là aussi, est très présente dans l'œuvre de Denis Roche, et alors il y en a d'autres, mais il y en a peu, qui ont travaillé à la fois avec cette précision et à la fois avec cette profondeur-là. Oui, et c'était anti-professionnel. C'est-à-dire que les professionnels ne supportent pas le hasard. À partir du moment où un professionnel, je mets professionnel auteur, c'est celui qui maîtrise le photographe. Et il allait sur des terrains que les professionnels n'utilisent pas du tout. Ils n'utilisent pas le retardateur. Ne pas maîtriser le moment ou l'instant décisif où j'ai fait la photo merveilleuse. Et du coup, là, ça l'intéressait profondément de jouer avec toutes ces choses-là. Et pourtant, toutes ces photos sont d'une composition, d'une précision, d'une acuité absolument redoutable. Alors en effet, il y a cette série des contacts, où il y a des jeux graphiques qui sont absolument exceptionnels, dont on se dit, ça ne peut pas être un hasard, puisque les contacts, c'est vraiment deux images successives qui ne sont absolument pas ni retouchées, ni montées. On n'est pas dans un montage cinématographique dans lequel il peut y avoir un entre-image. Comme le disait Metz, qui est un autre théoricien contemporain de Genette, sur le montage photographique. Il y en a un autre, mais il faut que je le retrouve. Voilà, c'est celui-là qui, à cet égard, est justement assez important, où c'est deux contacts successifs, où la main, justement, va déclencher. Voilà. Ce qui est paradoxal, puisque c'est Denis Roche qui photographie une main qui déclenche un appareil photographique, mais dans le réel, c'est une image qui est impossible à faire. Et pourtant, il n'y a pas de trucage. Voilà. Et c'est ça qui est fascinant. Et puis en plus, c'est une ombre. Voilà. Et en plus, c'est une ombre, mais qui n'est pas un fantôme. Voilà. Oui, il interroge comme dans cette photo à Cologne, là qui est juste derrière, où il voit ce dessin de ce squelette et il décide de poser l'appareil photo dans l'herbe et de rejoindre la mort. Moi, je trouve que c'est une photo incroyable. Oui, mais c'est peut-être pas la mort. Ça peut être le carnaval. Le carnaval, d'accord. Okay. Ou si on est boltanskien. Non, il était provocateur. Si on est boltanskien, c'est la mémoire des morts. La mémoire des morts, oui. Oui. Donc, tout squelette n'est pas forcément la mort. Et donc, moi, ce qui m'a fasciné, grâce à Françoise, j'ai pu aller à la fabrique. Bon, Denis était... Moi, je n'ai jamais rencontré Denis Roche. Donc, moi, j'ai l'impression, dans le travail qui m'a été commandé régulièrement par Guillaume, Françoise, la galerie, etc. Mais ça m'est arrivé sur d'autres artistes comment dirais-je, de rencontrer à travers l'écriture, ou à travers mon métier, qui est d'écrire, de parler de l'art, de transmettre de l'art, de passer de l'art, et les travaux des artistes, donc les œuvres et à la fois les problématiques des artistes, de faire de la rencontre, de rencontrer quelqu'un que je n'aurais jamais rencontré. Voilà. Mais de le rencontrer tout de même. Puisqu'à un moment donné, je pense, je ne sais pas si c'est comme pour toi quand tu fais un tirage pour quelqu'un d'autre, il y a quand même cette intimité où on marche derrière le pas de cette personne et du coup on a quand même une intimité, même si on sait qu'on sera toujours derrière le pas et qu'il ne pourra pas nous répondre, mais je pense que d'une certaine manière il nous répond quand même d'une autre façon qu'une discussion comme on peut avoir en ce moment et donc à la fabrique il y a vraiment quelque chose d'assez stupéfiant qui s'est
enfin d'assez bouleversant même, ou renversant, qui s'est fait pour moi, c'est que j'avais l'impression de rentrer dans un appareil photo, dans une chambre photographique. Ouais. Voilà. Et je trouve, donc ça a donné lieu à un livre qui s'appelle Les Non Pareils, qui doit être quelque part, où il y a beaucoup de photos qui ont été faites à la fabrique, et on a l'impression de rentrer dans un lieu, donc toujours Mallarmé, rien d'autre aura lieu que le lieu, et je pense que le projet des Non Pareils, redis-moi le nom de l'éditeur, j'ai un trou de mémoire. David Fourré, des éditions La Main Donne, qui est un très très beau nom. Donc le lieu de la fabrique et les images qui ont été faites à la fabrique, qui là sont pas des images faites pendant ce temps de vacances ou à l'extérieur, mais dans le lieu de vie, de l'habiter, et de l'habiter le plus intime, il transforme vraiment ce lieu comme une gigantesque chambre photographique. Alors tu disais qu'il n'y avait pas de noir, mais je pense qu'on est quelque part dans un noir qui est le noir d'un appartement, et avec où toutes les parois possibles et inimaginables, de la fenêtre qui peut basculer, au miroir, à n'importe quelle chose qui produit du reflet, une lampe, une table, voilà, joue le même rôle que ce qu'il y a à l'intérieur d'une chambre. Et qu'un appartement peut être une boîte à images. Alors, mis à part Daniel Boudinet, qui avait fait une série en couleur sur son appartement, où il n'avait photographié que son appartement, et tout ce que pouvait produire de photographique son appartement, je connais peu de personnes qui aient fait ça, de considérer un appartement comme un lieu d'image. On sait que Ravlickson, lui, a fait presque toute son œuvre autour de son bloc à New York. Voilà, donc dans l'appartement et dans l'escalier et dans la promenade du bloc à New York, ce qui a un périmètre assez réduit, mais il y a un rapport à la chambre photographique dans les images de la fabrique qui sont très spécifiques, et du coup là on a l'impression qu'il joue à l'intérieur même de la chambre, donc il est là directement plongé, pas comme sur l'image où on est dans la symbolique, mais plongé comme si on était à l'intérieur de l'appareil photo, et avec certaines parois qui jouent le rôle de l'objectif, du miroir, de décentrement, etc. Et avec plein de jeux de basculement, y compris à un moment donné, il y a une image dans l'exposition qu'on peut retourner et dont on ne sait pas dans quel sens elle peut être, puisque c'est du réel et son reflet, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le réel ou le reflet? Donc, suivant si on le met dans un sens ou dans l'autre, c'est une photographie horizontale ou verticale? Horizontale. Suivant le sens dans lequel on met, soit on met le focus sur le réel, soit on met le focus sur le reflet, mais le reflet pourrait être plus réel que le réel, ou le réel pourrait être justement juste la circonstance pour produire l'image qui serait le reflet, ou pas. La photo qui est en face de toi, là-bas, des fois, a été montrée dans l'autre sens. Laquelle? Celle du milieu? La chevelure, non, celle de gauche. Ah, la chevelure, dans l'autre sens. Oui, oui. J'imagine pas comment ça pourrait être dans l'autre sens. Elle a été montrée, tu vois. Enfin, Ricard Trébesson disait qu'une photo réussie, c'est une photo qui tient si on la met à l'envers. Ouais. Voilà. Donc si on regarde une photo à l'envers et qu'elle fonctionne, c'est qu'elle est bien composée. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais peu importe. C'était juste sur le fait de, justement, qu'est-ce qui serait la finalité d'une image, et est-ce que donc, quand on est dans le reflet d'un reflet d'un reflet, qu'est-ce qui est la fin de cet acte photographique, et est-ce qu'il faut insister sur ce qu'il y a généré, donc le point de départ, ou est-ce qu'il faut insister sur son point d'aboutissement, et donc dans le sens d'une photographie, on peut intervertir le début et la fin, comme dans un texte, la première page, la première phrase ou la première ligne et la dernière ligne sont les plus importantes. Ou dans un repas, ou dans un film, c'est le début et la fin qui tient l'ensemble, comme une parenthèse, ou un crochet, ou deux virgules, ou des guillemets, c'est bien ces deux choses qui tiennent. Donc voilà, donc là c'est le rapport analogique entre la construction de la structure d'un texte et la structure d'une image. Est-ce que vous avez des questions?
Denis était un homme intéressant parce qu'il, pour moi, quand j'ai commencé la photographie, les universitaires comme Barthes, tout ça, bien sûr, ça m'intéressait. Mais ce qui m'intéressait vraiment chez Denis, c'est le fait qu'il était à la fois photographe et qu'il parlait de sa photographie. Ça, je trouve que c'est vraiment ce qui le caractérise. Et il y avait tellement de portes d'entrée, tellement de possibilités de réfléchir l'image à travers, en parlant. Il n'était pas non plus théoricien, Denis. C'était un intellectuel, un grand intellectuel, mais il parlait de manière très poétique de sa photographie. Il utilisait des mots toujours qui étaient de l'ordre du sensible. Pour ceux qui n'ont pas lu Le Boîtier de mélancolie, je vous invite à le lire, c'est un livre merveilleux. Jean-Christophe Bailly avait fait la même chose autour de Sans peinture, et je crois que c'est Jean-Christophe Bailly qui avait demandé à Denis aux éditions Azan d'écrire sur 100 photographies. Il avait hésité longuement et sur son, après il a dit ok, mais à une condition, c'est que je choisisse les photographies, enfin à 2 conditions d'ailleurs, et que ça ne soit que du noir et blanc. Et il a choisi 100 photos, c'est un livre de chevet, vraiment, c'est à lire et à relire. Mais qui n'est pas une histoire de la photographie. Non, pas du tout, c'est pas du tout une histoire de la photographie. Et je pense que c'est ça qu'il a... Enfin, il me semble, si je peux me permettre, que la difficulté qu'il y a eu à commencer, c'était de faire ça sans faire une histoire de la photographie. Parce que évidemment, tout le monde aime les encyclopédies, on aime faire des encyclopédies d'images, mais échapper à l'encyclopédie d'images et échapper au fait de vouloir écrire une histoire, au sens avec un grand H, l'histoire de la photographie à travers un recueil de 100 photographies, c'est pas si simple. Parce que, en effet, toi tu dis que c'était difficile d'être considéré comme photographe et d'être photographe à cette époque-là, mais je pense qu'à cette époque-là, échapper au sens de l'histoire et faire une sorte de vagabondage intelligent, c'était pas si facile. On est dans une époque qui est excessivement théorique, excessivement politique, même pour la figure de l'intellectuel. C'est la grande époque de tel quel, auquel Denis Roche a fait partie, du structuralisme, donc on parle de la forme des choses, plus importante que la chose elle-même, dans la façon dont elle se structure, et dire, je vais dire je, sans faire de l'autobiographie, mais il dit je, c'est mon choix, je choisis. J'ai un certain affect, le fait, mis à part Roland Barthes, le fait d'exprimer un affect par rapport aux choses, ça va arriver bien plus tard, avec des personnalités comme Hervé Guibert, qui a aussi écrit sur son propre travail, puisqu'il a fait le catalogue de sa première exposition photographique chez Agathe Gaillard. Et donc on n'est pas encore dans l'autofiction. Voilà. Même si cette collection s'appelle Fiction et compagnie, le terme d'autofiction n'existe pas encore. Donc le rapport à la biographie et à l'affect était assez audacieux. Se positionner comme ça était assez audacieux. Voilà. Mais moi, la première fois que j'ai vu les photographies de Denis Roche, c'était à la Galerie Mag. Et qui est une galerie de peinture, la galerie la plus classique de peinture qu'on peut avoir sur la place de Paris, mais qui était aussi une galerie qui a montré l'œuvre photographique d'un écrivain, purement écrivain, Claude Simon, qui est devenu ensuite prix Nobel. Non, Denis a fait la préface. Voilà, et qui est quelqu'un de la description la plus précise possible, inimaginable des choses. Mais c'est pas sa première exposition, mais néanmoins elle a beaucoup marqué les esprits, me semble, à l'époque. Cette exposition chez Mag, qui donc avait au moins 2 écrivains photographes. Oui. Et pas des moindres pour l'époque. Donc Claude Simon et Denis Roche. Et c'est vrai que pour moi, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque, cette exposition. Ça avait fait l'objet d'une publication qui s'appelle Ellipse et Laps, je crois. Voilà, sous un coffret, très bien imprimé. Mais dans Ellipse et Laps, si tu ne prononces pas le P, tu as Ellipse et La, ou Las, qui rejoint ce que tu disais de la photographie quand je m'ennuie.
Ah oui. Donc être là, être dans une lassitude ou dans une sorte de... Mais la lassitude peut être aussi du lâcher-prise et du coup peut être déclencheur de choses que tu n'as pas. Peut-être comme la sieste. On connaît donc chez Proust l'importance de la sieste, du sommeil, comme aussi. générateur, comme déclencheur de désir, d'image. Chez Denis, on pourrait... Oui, il y en a plusieurs. Oui, sur la sieste. Comment? Qu'est-ce qui... Vous avez des Oui. questions? Pas de photo en couleur. Non. Est-ce un rapport avec le texte noir et blanc? Est-ce que... Peut-être, ouais, je sais pas. Ouais, Pourquoi ouais. sur cette non-couleur noir et blanc? Tu sais, il a même pas fait les polaroïdes couleurs, jamais de choses. Non, c'était l'appareil photo tel qu'il l'avait et que pour lui c'était du noir et blanc. Ouais, bien sûr. La grande tradition de la photographie noir et blanc, Oui. ouais, bien sûr. Ouais. Oui, détaché du réel, quoi. Enfin, Oui, je pense que c'est parce que la photographie n'est pas le réel. ouais, c'est ça. Oui. La photographie n'est pas du réel. Oui, quand elle est en couleur, de fait. Mais c'est une époque aussi. C'était vraiment une époque, même si on avait des grands héros de la photographie couleur, qui étaient plus des Italiens d'ailleurs. Je pense que les photographes italiens avaient une maîtrise de la couleur. Franco Fontana, Luigi Ghirri, on en avait aussi aux États-Unis comme Ernst Haas, qui sont arrivés bien avant Eggleston, etc. La photographie couleur en France est beaucoup plus une photographie de mode ou une photographie publicitaire. Les grands tenants de la photographie couleur, c'était de la photographie pour magazine. Et notamment, si on voit Irving Penn, si on voit Blumenfeld, c'est beaucoup plus dans une photographie, et je le dis sans aucune connotation, appliquée. Voilà. Et alors, on a eu moins ça en France, mais beaucoup aux États-Unis, qui est que, avec la montée des fascismes, les grands photographes et les grands professeurs du Bauhaus sont allés aux États-Unis. Et notamment, on fait l'école du Chicago, dont vous avez Metzger, qui est là, qui est un grand représentant de l'école de Chicago. Mais on a une grande importance en Suisse aussi. En Suisse et aux États-Unis, l'importance de la diaspora des professeurs juifs du Bauhaus, notamment en photographie, mais pas que, a beaucoup façonné. Et il travaillait beaucoup plus en noir et blanc qu'en couleur. Voilà. Mais la photographie couleur existait. Mais elle était dans des champs très précis. Et on a vécu longtemps, si vous voyez par exemple la programmation des rencontres d'art à partir de 73-74, il n'y a que des gens du noir et blanc. Voilà. Donc on est dans un background sur lequel, en effet, la photographie couleur est venue beaucoup d'Italie, beaucoup des États-Unis, et après, il y a eu la grande exposition de photographie couleur aux États-Unis au MoMA avec Stephen Shaw, Eggleston, etc. Même s'il y avait eu des expositions précédentes sur la couleur au MoMA avant cette exposition séminale, mais qui a fait date pour une nouvelle génération de photographes américains, voilà. Pour être très rapide. Et trop rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, peut-être une interrogation plus qu'une question. Dans le rapport entre le texte et la photographie, vous avez mentionné à juste titre avec les photographies publiées comme du texte, je me pose la question de savoir si on ne pourrait pas aussi penser la photographie de Denis Roche comme une photographie produite ou construite comme du texte. C'est-à-dire, dans quel sens la pratique d'écriture de Denis Roche a modelé son rapport à la photographie.
Et si je vous pose cette question, c'est qu'il y a, je vais lire tout petit texte de Denis Roche qui m'a fait beaucoup réfléchir. Denis Roche écrivait: j'ai mis beaucoup d'années avant de me rendre compte que je faisais beaucoup de photos qui étaient des reflets ou des miroirs ou des ombres portées, toutes sortes de variations, et j'ai fini par comprendre que c'était très lié à mon activité d'écrivain. Oui. À mon activité d'écrivain, pardon, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal en photo à me planter devant le sujet et à le prendre frontalement. C'est propre à l'écriture. L'écriture frontale n'existe pas. Oui, je l'avais vu ça, c'est vrai. Mais je pense qu'en effet, ce qui est juste, c'est qu'on peut considérer que les photographies de Denis Roche sont d'une certaine manière ce qu'il ne peut pas écrire. Non pas ce qu'il n'arrive pas à écrire, mais ce que le texte ne permet pas. Voilà. Et on pourrait dire que ça, c'est une narration. Mais ça, c'est inécrivable. Alors, il faudrait dire... alors, dans l'absolu, Mallarmé pourrait l'écrire, ou, en effet, on est dans cette grande époque du nouveau roman, et on pourrait, dans l'absolu, avoir... Claude Simon aurait pu le faire, ou Beckett. Beckett aurait pu le faire. Il y a quelque chose de très beckettien. À ce moment-là, je pense que c'est quelque chose de très beckettien. Et Beckett a fait un petit livre qui est la tentative d'une description d'une image. On aurait pu écrire tel jour, telle année, je suis allé, et décrire exactement ce lieu. Et puis, le chapitre suivant, une autre année, une autre année, une autre année, une autre année. Mais il y a un rapport au lisible, il y a un rapport au texte, à la narration, mais pas au visible. Et je pense que chez Denis Roche, le visible de la photographie, ce que la photographie nous donne à voir, et à travers ce voir nous donne à comprendre, ou nous donne à réfléchir, ou nous donne à ressentir, puisqu'il y a beaucoup d'émotions face à ces images, puisqu'il y a un rapport au désir, et un désir en tant que tel, en tant que sensation, en tant que sentiment, et il y a même des photos extrêmement érotiques. Donc c'est pas une photographie qui est froide et qui est distanciée et désincarnée, ou bien au contraire. Mais il y a quelque chose que le texte ne peut pas rendre visible. Voilà. C'est au moment où le texte ne peut plus être là, et ben la photographie habite ce lieu que le texte ne peut plus habiter. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ça. On peut dire que Denis Roche photographie ce qu'il ne peut pas écrire, un petit peu comme... Non, pas ce qu'il ne peut pas écrire, ce que l'écriture ne permet pas. C'est pas du tout la même chose. C'est pas ce qu'il n'arrive pas à écrire ou ce qu'il peut pas écrire, c'est que l'écriture ne peut pas, parce que le lieu qu'elle habite, on revient toujours à Mallarmé, rien n'aura N'aura eu lieu que le lieu. Rien n'aura eu lieu que le lieu, donc rien ne peut avoir lieu dans le lieu de l'écriture que ce que l'écriture permet. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, on fait une photographie, parce que dans la photographie, il y a un lieu qui peut faire lieu d'autre chose. Au moment où l'écriture s'arrête, la photographie peut commencer. Voilà. Et dans le texte, l'entretien avec Gilles Morat qui reproduit dans le livre, dans les fils du temps, sur les intrications possibles entre littérature et photographie, quand Denis Roche en avait marre, il avait répondu à Gilles à ce moment-là: laissons aux phrases d'être des poursuites et aux photographies des ricochets. Je trouvais ça vraiment très très bon. On n'a pas entendu. Laissons aux phrases d'être des poursuites et aux photographies d'être des ricochets. Voilà. Parce que les intrigues, c'est ça qui l'intéressait, c'est les différentes intrications possibles entre littérature, et elles sont multiples, quoi. Il y avait toujours cette envie de jouer, de chercher des choses différentes chez Denis. Et sachant qu'on peut faire des ricochets dans l'image, mais c'est beaucoup plus difficile de faire des ricochets dans le texte, à moins d'écrire dans les marges, comme la photographie que j'ai perdue, que je vous ai montrée. Une des deux photographies, une des deux pages de livre qui t'a demandé de photographier, je vais y arriver. Donc là, est-ce que ça, c'est une forme de ricochet ou pas? Voilà. Et, pas sûr, mais dans l'image, on peut faire des ricochets. Dire la même chose par rapport au lieu là où
qui permet l'écriture jusqu'à un certain point, et c'est là que la photographie commence, on peut dire la même chose aussi. La photographie s'arrête. Voilà. En effet, peut-être que... Alors, Denis Roche n'est pas là, donc on ne peut pas lui poser la question. Est-ce qu'il y a des textes qui poursuivent une photographie? Eh ben oui. Oui, non, mais moi, je suis en train de comprendre quelque chose d'incroyable. Françoise, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus ou pas? Est-ce qu'il y aurait eu des textes qu'a écrit Denis Roche? Non, Non, oui, il s'adresse à d'accord. Françoise. Oui, pardon. Il y a une citation qui me vient en tête, mais j'espère que je la donne dans le bon sens. Il a dit quelque part, quand je photographie, je sais que je suis écrivain. Quand j'écris, je ne pense jamais que je suis photographe. Ouais. Tu valides? Oui. Je sais pas comment c'est dit exactement comme ça, mais oui, tout à fait. Oui, Oui. enfin, C'est ce qu'il voulait dire. Oui, tout à fait. Oui. De la même façon qu'il avait voulu pour le titre d'un colloque qui avait eu lieu à Lyon, où on lui avait proposé l'écrivain photographe, la littérature et tout, il avait dit non, le titre c'est l'un écrit, L'autre photographie. l'autre photographie. Oui. C'est le Oui, il se méfiait. Mais c'est ce que Littérature et photographie, Voilà. c'était bateau, quoi. Non, mais surtout que ça correspond pas. Mais l'autre photographie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans des photographies, il y a un autre qui s'appelle aussi Denis Roche, qui prend des photographies. Donc, en effet, il y a un rapport à l'altérité à l'intérieur de l'acte photographique, l'altérité de l'espace, l'altérité du temps, l'altérité du photographe lui-même et l'altérité de son jeu. Donc dans la photographie, son jeu est un autre. Et il met même en scène cet autre qui est lui-même et qui n'est pas lui-même. Et c'est pour moi très différent de... on pourrait dire c'est analogue, parallèle, ça se superpose suivant la position qu'on a par rapport à cette idée entre l'écrivain et le narrateur d'un texte. Conclure sur ces mots de Marc. Je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On peut poursuivre la conversation et les échanges autour d'un verre dans la galerie. J'en profite pour vous dire que c'est la dernière conversation qu'on fait à la galerie, puisque d'ici 15 jours, nous serons dans un nouveau lieu. Donc après 19 ans aux Douches, nous allons partir dans le Marais, au 54 rue Chapon. Et donc nous ferons notre prochaine inauguration le 5 novembre avec 2 artistes espagnols qui eux ont travaillé sur la matérialité, qui s'appellent Albarrán et Cabrera. Donc voilà, donc on finit. On a commencé ici en 2006 avec des conversations sur les idées reçues en matière de photographie avec Arnaud Kiesinger, et on finit ce soir avec Marc et Guillaume sur l'œuvre de Denis Roche. J'en suis absolument ravie et je les remercie beaucoup d'avoir participé à cette dernière conversation. Mais normalement, je suis désolée, on fait l'inverse. Hein. Quand on est dans le Marais, après on va à la douche. Toi, il faut toujours que tu fasses les choses dans le sens qu'il faut pas. Mais là, par contre, ce qui est très amusant, c'est qu'au début, quand on est arrivé ici, le nombre de personnes qui allaient au bain-douche, qui est juste à côté d'où on va. Donc maintenant, on garde quand même notre nom, les douches, la galerie. Donc tout le monde va nous demander pourquoi les douches, la galerie. Mais ça, c'est pas grave. On va s'amuser. Mais là, on est vraiment près des bains-douches. On est à une rue. Oui. Voilà. Bon, on gardera quand même ce lieu jusqu'au fin décembre. On va imaginer peut-être des choses, on verra, ça sera des surprises. Mais en tout cas, le 5 novembre, ça sera rue Chapon. Donc, merci à vous et... On sera tous là. On espère que vous serez tous là.